comment résumer Dominique Volton? Ça, c'est un vrai challenge. Un grand penseur, un auteur prolifique, dont l'extraordinaire diversité des travaux fait penser à la curiosité et au besoin de totalisation, je dirais, dans le sens universalité, des auteurs des grandes entreprises intellectuelles. Moi, je vous vois ainsi, vous voulez toucher à tout parce que vous avez besoin de tout comprendre. Et c'est vrai que, comme la collègue a bien présenté il y a quelques instants, en 40 ans de recherche, vous avez déjà une trentaine d'ouvrages traduits en plusieurs langues sur des domaines aussi diversifiés tels que le travail, le média, l'individu, le couple, l'information, Internet, l'Europe, la diversité culturelle. Mais bien sûr, ce qu'on retient, c'est que votre axe principal autour duquel tourne toute votre réflexion, c'est bien sûr la communication. Et vous le dites vous-même très très souvent, que ce qui vous intéresse, c'est la communication, je dirais, telle qu'elle était initialement, avant que les technologies, les outils prennent les dessus. Donc la communication entre personnes, entre hommes et femmes, la communication dans ces enjeux démocratiques, politiques, sociaux, et non pas tellement économiques et techniques. Et c'est autour de ces axes, on va dire, de cet axe, que l'ensemble de votre pensée se développe au fil des années. Vous êtes un membre actif et engagé dans la société civile, le monde de la recherche. Je reviendrai après un peu sur ce monde de la recherche qui m'intéresse moi aussi en tant que, on va dire, membre de ce monde. Et vous avez publié, voilà, on va commencer avec ça, vous avez publié récemment donc l'ouvrage « Communiquer, c'est vivre », où j'ai l'impression que vous vous livrez à un exercice qui est un exercice qui est un peu nouveau, j'ai l'impression, si je ne me trompe pas. J'ai trouvé que cet ouvrage est plutôt, enfin, le terme il est peut-être un peu exagéré, mais ça reste quand même un ouvrage qui est un peu intime, où vous nous dévoilez un certain nombre de choses qu'on n'avait pas vues avant. Pourquoi vous avez senti ce besoin, où ça vient peut-être pas de vous, pourquoi cette approche réflexive sur votre propre parcours, sur les personnes qui vous ont marqué, sur on va dire les frustrations, les joies de toute cette carrière jusqu'à maintenant. Oui, un collègue universitaire m'a fait la proposition, il m'a dit, tu ne te rends pas compte, tu as fait trop de choses, tu as connu trop de gens, et la plupart du temps, on ne le sait pas, parce que j'ai commencé ma carrière scientifique très tôt. Mais je ne voulais pas, par une forme de pudeur élémentaire, je n'aime pas tellement la pipolisation. Et j'ai mis du temps, non seulement à accepter, mais quand on m'a présenté le manuscrit pour que je le lise, j'ai mis du temps à rentrer dedans. Donc c'est vrai que par pudeur, mais en même temps, c'est vrai, j'ai commencé ma vie intellectuelle et politique très tôt. J'ai connu énormément d'universitaires complètement inconnus aujourd'hui. Et c'est vrai que je me disais, j'ai une obligation de faire le lien entre des grands personnages qui sont décédés et souvent oubliés et l'actualité aujourd'hui. Parce que notre folie de société, c'est que tout ce qui a plus de 10-15 ans est considéré comme trop vieux, trop inutile. Et moi, il se trouve qu'en fait, j'avais connu très tôt comme étudiant un grand philosophe complètement ignoré aujourd'hui qui s'appelait George Friedman. Et du coup, avec lui, j'ai accédé à Normal Sup dans ses souvenirs dans les années 20. Après ça, j'avais trouvé Raymond Aron. Après ça, j'avais trouvé Alain Touraine. Donc j'avais toute une panoplie de grands penseurs. Plus moi, j'étais devenu chercheur sur les questions du militantisme, des mœurs, à l'époque où il n'y avait personne. Donc j'ai travaillé sur les mœurs, sur le travail, sur le syndicalisme, sur la politique, sur les médias. Et je dis, tiens, dans le fond, je vais essayer de faire un livre d'entretien qui va rendre compte, non pas de ce cheminement, mais pourquoi, sans le savoir, ce qui m'intéressait dans tous ces terrains, c'était la question de la communication. Voilà. Et ce que je peux dire deux mots, qu'est-ce qui m'intéresse dans la communication? C'est l'incommunication. On recherche tous la communication, on bute tous sur le fait que on ne trouve pas la personne qu'on aime, ou quand elle vous aime, vous ne l'aimez plus, quand elle vous parle, ça ne vous intéresse pas, enfin, le bazar de la vie, quoi. Et je suis fasciné par ce décalage entre on ne peut vivre que dans la communication, qu'avec la communication. C'est pour ça que j'ai pris le titre « Communiquer, c'est vivre ».
Et on ne peut vivre qu'en réalisant qu'on n'y arrive pas. Donc c'est ce triptyque communication, incommunication, voire à-communication qui m'intéresse. Et finalement, quand j'ai relu toute ma vie intellectuelle et scientifique, j'ai travaillé sur 10 domaines de recherche qui vont jusqu'à la diversité culturelle, à la mondialisation, et à chaque fois, je bute sur le fait que tout est fait pour que ça marche, et ça ne marche pas. C'est comme dans les couples, ou dans les familles, ou dans les entreprises, ou dans les pays. Du coup, j'ai le couple communication-incommunication qui m'intéresse. Et d'autre part, comme j'ai travaillé très tôt sur les techniques, puisque pour gagner ma vie, je me faisais de la sociologie de l'informatique, et je ne sais pas par quelle espèce de bonheur, et puis je n'ai jamais été fasciné par les techniques. Ça ne m'intéresse pas, parce que je pense qu'aussi performantes qu'elles soient, elles sont de toute façon tellement plus simples que les hommes et la société. En fait, ce qui me fascine, et ce qui a fait que je me suis retrouvé notamment bien dans ce dernier livre avec le pape, là, il y a 2 mois, c'est que je suis obsédé par la paix et la guerre. Je suis obsédé par les moments où, mais c'est vrai dans un couple, dans une famille, dans une entreprise, au moment où on ne peut plus, il n'y a plus de marge de manœuvre et on va inexorablement vers l'échec. Et du coup, dans la communication, ce qui m'intéresse, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut faire une marge de manœuvre et à partir de quand Or, les techniques nous donnent le sentiment qu'on est tout puissant en matière de communication. Voilà. Et ce qui m'intéresse, ce n'est pas les techniques, c'est l'incommunication des hommes. Alors, de temps en temps, les techniques nous aident, la presse écrite, la radio, la télévision, Internet, les réseaux. Mais si je puis dire, comme je disais tout à l'heure dans un entretien, entre les Palestiniens et les Israéliens, aujourd'hui, il y a tous les ordinateurs du monde, il n'y a pas 1 millimètre de paix. Donc, par conséquent, ce n'est pas les techniques qui permettent la communication et la paix, c'est la volonté. Donc moi, j'insiste volontiers sur ce que vous avez cité. Je m'arrête après. Pour moi, il y a 2 grandes philosophies de la communication dans le monde qui s'opposent. Une qui est largement dominante, qui insiste sur la performance des techniques, qui sont quand même exceptionnelles, ces techniques. Quand on voit le volume et la vitesse d'information, jusqu'au problème des big data, etc. Mais du coup, cette vision technique de la communication, bien plus efficace que la communication humaine, elle débouche sur les enjeux économiques gigantesques avec aujourd'hui la puissance des GAFA, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon. Et il y a une autre philosophie minoritaire à laquelle j'appartiens qui insiste beaucoup plus sur la dimension humaine. Pourquoi on ne se comprend pas? Pourquoi on n'a qu'une envie, c'est de se tuer ou de se manipuler ou de se dominer? Et qui est une dimension politique. Pour moi, la communication, c'est de la politique, c'est-à-dire, on n'a rien à se dire, mais on cohabite. Et j'en profite pour dire ici au Luxembourg qu'il y a un extraordinaire optimiste dans l'histoire de l'humanité. C'est ce que nous faisons, nous les Européens. Nous sommes maintenant 500 millions, 28 pays, 26 langues. On se déteste, on n'a rien à se dire, on ne se comprend pas. On est dans une indifférence mutuelle totale. On nous annonce la fin de l'Europe tous les 2 ans. Et ce truc miraculeux qui s'appelle l'Europe tient. Par rapport à ça, parce que je vais revenir sur plusieurs... Non, c'est parce que je n'ai pas envie que vous disiez tout d'un coup, parce que j'aimerais qu'on approfondisse sur certains points, comme les technologies, l'Europe, on va revenir. Donc, j'aimerais quand même faire une remarque, parce que moi, c'est que j'ai toujours aimé dans vos travaux, c'est le fait que, contrairement à d'autres travaux, on ne va pas citer de noms, c'est que vous avez une vision positive quand même. Vous ne déconstruisez pas. Vous pouvez être critique, mais pas d'un critique de... vous n'avez pas ces sentiments qu'il n'y a pas d'espoir. Et j'ai l'impression, et je l'ai retrouvé même dans ces derniers ouvrages, ces sentiments d'espoir, que même si vous êtes très sceptique par rapport à un certain nombre de choses qui se passent actuellement, vous gardez quand même la foi. Je sais pas, on y reviendra sur la question de l'Église aussi et de la religion. Et vous pensez quand même que c'est encore possible, que cette communication que vous cherchez, que vous n'arrivez pas à trouver, que finalement on n'arrive pas à communiquer, que c'est pas perdu quand même, que c'est une cause qui n'est pas perdue, qu'on peut y arriver 2 fois au moins. Si vous retirez la communication dans la vie, vous êtes autiste. Donc, alors, sur le fond, c'est vrai que je suis pas un optimiste béat. Je déteste ces intellectuels qui disent que le monde est pourri et qui n'offrent aucune alternative. Oui, il faut être critique sur le monde contemporain. Mais enfin, l'intelligence humaine, depuis le début de l'humanité, on fait des guerres, on fait des conflits, mais aussi on fait des choses extraordinaires. Donc moi, je suis plus intéressé par le verre 1 quart plein que 3 quarts vide. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est Raymond Aron, qui est la première personnalité intellectuelle avec qui j'avais fait un livre d'entretien,
qui se qualifiait, et j'accepte le mot pour moi, je suis un sceptique actif. C'est-à-dire, je n'ai pas d'illusion, mais je préfère voir qu'on puisse changer les choses. Et quand même, l'histoire de l'homme, l'histoire de la démocratie, même s'il y a eu des barbaries, bon, voilà. Alors c'est peut-être... oui, je préfère souligner les possibilités. Je suis obsédé par une phrase que j'avais mise d'ailleurs en introduction d'un livre qui rassemblait pas mal de travaux il y a 25-30 ans. Ça s'appelait « Penser la communication ». Et l'introduction générale, j'ai mis ce titre qui correspond exactement à ce que je pense. Il existe une marge de manœuvre, voilà. Et je pense qu'il existe toujours une marge de manœuvre. Et c'est pour ça que je suis obsédé par les moments où il n'y a plus de marge de manœuvre et où un bateau chavire. J'ai toujours en tête l'image d'un bateau qui gîte et d'un seul coup bascule. Et les hommes, c'est pareil, ça bascule dans la guerre, ça bascule dans un amour qui disparaît. J'aime bien cette phrase, l'amour naît de tout et meurt... Non, l'amour naît de rien et meurt de tout. C'est le jour, dans un couple, on commence à s'engueuler sur la manière dont on a mis les petites cuillères. Tant qu'on s'engueule, ça va. Mais si jamais il y a le silence, ouf, bon. Donc je préfère que les hommes parlent, s'engueulent, disputent. Tant qu'ils se disputent, ils ne se battent pas, voilà. La diversité constitue un élément très important pour vous. Vous avez beaucoup écrit sur la diversité culturelle. Et en vous lisant, j'avoue, j'ai appris que vous êtes un petit franco-anglais, et que vous êtes né au Cameroun. Et donc, vous êtes baigné dès votre plus jeune âge dans la diversité. Ah, oui, mais je pense que vous avez raison, parce que le mot diversité, je ne l'ai pas accroché comme ça. Mais alors, je fais une parenthèse. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai des racines anglaises. Mon père était anglais, mais il est mort quand il était jeune et quand j'étais jeune, évidemment. Mais ça m'a marqué. Et en fait, je crois que j'ai pris de la dimension anglaise, parce que ma famille anglaise était un peu... Les Anglais, où ils sont conformistes, ou ils sont complètement fous. Et naturellement, c'est leur dimension folle qui m'intéresse. Alors, je crois que ça m'a marqué sans que je le sache. Et le fait d'être né en Afrique noire, ça m'a marqué aussi sans que je le sache jusqu'à l'âge de 9 ans, parce que j'ai dû comprendre très tôt qu'on ne les comprenait pas, les Noirs. D'où le racisme et compagnie. Et ce que j'aime dans ces cultures africaines auxquelles je ne connais rien, c'est que c'est complètement à l'ouest par rapport à nos systèmes de pensée à nous. Donc je pense que très tôt, j'ai réalisé tard que j'ai dû être marqué par ça. Et j'ai une autre histoire qui m'a marqué. C'est quand j'ai fait donc le dernier livre, je l'ai fait avec le pape là, mais j'ai fait un livre il y a 30 ans d'entretien avec une personnalité très forte de l'Église qui était le cardinal Lustiger, qui était le cardinal de Paris, et qui était un juif converti à l'âge de 14 ans et qui était devenu un cardinal, ce qui ne s'était pas vu dans l'Église depuis le XVIe siècle. Et je lui avais raconté que dans une enfance vraiment pas formidable que j'avais, j'ai un souvenir fort qui m'a marqué. Et il m'a dit, mais c'est la preuve que Dieu est sur toi. J'écoute, j'en sais rien, mais enfin bon. Parce que dans une petite maison de banlieue épouvantable de la région parisienne, il y avait ma tante anglaise, ma grand-mère anglaise. Moi, j'avais un oncle juif qui n'arrêtait pas de me dire, moi je suis juif, je ne m'en sortirai jamais. Et toi, ton père est mort trop tôt, donc tu t'en sortiras jamais. Quand vous avez 12-13 ans, c'est sympathique. Donc, il s'engueulait de manière de religion sur les juifs et les protestants. Et il y avait un couvent de franciscains. Et j'étais fasciné par la robe des franciscains. Et tout le monde s'engueulait. Et il y avait une atmosphère de joie extraordinaire là-dedans. Il n'y avait pas d'argent. Et donc, on mangeait ou des boulettes de viande avec de la menthe, comme chez les Anglais, ou du pain azime en gâteau, chez les Juifs. Et moi, je me souviens de mes plus beaux souvenirs d'amour. Tout le monde s'engueulait. Mais voilà. Alors, quand j'ai raconté ça à Lustiger, puis il y a plus tard, quand j'ai fait il me dit, toi, je vois ça, c'est la marque de Dieu sur toi. Parce que comme je suis agnostique, hein, je veux bien, mais bon. Mais voilà, c'est des choses comme ça qui m'ont marqué. Et en fait, j'aime pas les conformistes, c'est vrai, j'aime pas les puissants, j'aime pas les snobs. Enfin, je suis attiré dans la société, mais de ce point de vue-là, l'entretien que je viens d'avoir avec le pape pendant, c'est incroyable. Ce pape n'intéresse, il n'y a que les pauvres, les délaissés qui l'intéressent, les immigrés. Et de ce point de vue-là, il applique l'évangile. Mais en gros, moi, c'est vrai, je ne suis pas... Oui, pour aller... C'est pas la réponse, c'est pas ma question. Mais j'adore la vie quotidienne, par exemple. J'adore les bistrots. C'est un truc qui me fascine. J'adore les lieux de vie. On mange, on boit, on s'amuse, on dort, parce que c'est là où l'humanité se rencontre. Regardez un bistrot, c'est là où il y a du mélange social, d'âge. Et regardez dans nos cultures, le bistrot, le dimanche après-midi, entre 14h30 et 19h, c'est la solitude absolue. Bon. Vous dites justement... Voilà, j'aime les choses qui... Oui, non, mais ça me fait penser, vous avez écrit quelque part que vous aimez les gens ordinaires. Oui. Et ah oui, je déteste. Je suis un amoureux. Moi, je sors de la classe moyenne basse
Et j'adore les gens. Quand je dis ordinaire, c'est pas péjoratif. Oui, je n'aime pas beaucoup les élites, c'est vrai. Parce que d'abord, elles sont prétentieuses, arrogantes. La plupart du temps, elles se trompent. Elles sont toujours contentes d'elles-mêmes. Elles n'ont aucun sens de l'autocritique. Et c'est quand même toujours 3000 personnes à Londres, Paris, New York qui s'imaginent qu'ils comprennent le monde. Et ils ne comprennent rien. Mais ils sont là, toujours. C'est comme les journalistes qui ne sont jamais surpris. Et c'est vrai que j'adore l'intelligence populaire parce que quand vous vous mettez dans un bistrot et que vous écoutez, putain, les gens vous disent en 2 minutes, ou même quand vous êtes avec des gens qui n'ont aucun niveau de diplôme, ils vous disent des choses en ramassé qui sont 10 fois mieux que 14 thèses, 25 bouquins illisibles. Donc il y a une intelligence populaire. Puis si on a fait la démocratie dans ce coin du monde, l'Europe, moi j'admire l'Europe. Écoutez, quand vous êtes en avion, c'est un jardin l'Europe quand vous regardez. C'est des millions d'hommes et de femmes qui se sont battus pour la terre, pour le climat, après pour l'éducation, contre l'Église. Enfin, oui, c'est vrai. Ouais. Et ça me fait penser, inévitablement, je vais poser la question, même si c'est peut-être pas celle qui intéresse le plus le public, parce que vous parlez dans votre ouvrage de rapports de fois un peu tendus, on va dire, justement avec les élites dans le domaine de la recherche. Et pour plusieurs raisons, à cause de cette posture des fois qui est agaçante, et aussi parce que des fois vous dites, et vous avez raison, je le confirme, que l'objet communication n'est pas considéré suffisamment légitime pour faire partie des grands thèmes, on va dire, de recherche. Donc, parce que c'est un vrai problème depuis 50 ans, 60 ans. Ce qui a émergé quand même au 19e, 20e siècle, c'est quand même la bataille pour la liberté d'information, pour la liberté de communication. Et dans le champ académique, mais c'est vrai aussi dans le champ politique, et c'est vrai aussi chez les journalistes, il y a un mot qui est détesté, c'est le mot communication. Si vous dites que vous faites de la communication, on dit « Oh, vous faites de la com, de la manipulation, de la publicité ». Sous-entendu, si vous faites de la communication, c'est que vous voulez manipuler les autres. Alors, ce à quoi je réponds, tout le monde veut manipuler les autres. Tout le monde, bien sûr. Manipuler, c'est influencer. Et on y arrive la plupart du temps pas. Parce que les personnes qu'on veut manipuler, en général, elles résistent. Et il y a dans cette espèce de détestation de ce mot communication, une difficulté à accepter qu'on échoue pratiquement tout le temps. La réalité qui sera le contentieux maximum de notre vie jusqu'à notre tombe, c'est de constater qu'on a voulu communiquer et qu'on y est arrivé 2-3 fois maxi. Les relations amoureuses, affectives, professionnelles. Et que du coup, la manière de se venger de cette aspiration que nous avons tous à communiquer, c'est de dévaloriser. Et c'est pour ça que je suis si sceptique sur les techniques, parce que plus on se méfie de la communication humaine, plus naturellement on valorise la communication technique. Mais comme je racontais tout à l'heure, moi j'adore les sites de rencontres. Parce que après tout, les solitudes sont telles que mieux vaut pour ceux mais dans les sites de rencontres, tout le monde ment. Les gens disent qu'ils ont 20 ans de moins, 30 kilos de moins. Ils inventent des vies qu'ils n'ont pas eues. Et moi, j'adore ça. Parce que naturellement, une fois que tout le monde a rêvé sur l'autre, il y a le terrible rendez-vous au café du commerce, où là, on voit la gueule de l'autre. Putain, homme ou femme, c'est pathétique. Et du coup, c'est là où tout recommence. Tout ce qui s'est dit par Internet, c'est baratin. Et là, les deux se regardent. Et c'est comme une des scènes que j'adore le plus sur les choses ordinaires. Quand je dis ordinaire, c'est pas péjoratif. Quand il y a des conseils européens, il y a en général des images stupides où on voit arriver les bagnoles, nos pauvres chefs d'État, en gris. Ils essaient de fermer la veste. Ils ont grossi, donc ils n'y arrivent pas. Bon, c'est sinistre. Mais à la sortie, il y a toujours un moment merveilleux. On ouvre les portes, en général, une négociation qui a abouti ou pas. Et le caméraman prend 40 secondes. Et regardez ces images, elles sont merveilleuses. J'en ai l'émotion en vous le disant. On voit des chefs d'État et de gouvernement de l'Europe qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, qui se voient 5-6 fois par an, qui sortent de négociations épuisées. Les cravates sont défaites. Ils s'embrassent. Ils disent au revoir. À bientôt. Et bien nous, l'Europe, avec nos 28 chefs d'État et de gouvernement, nous sommes le seul endroit au monde où 3 fois, 4 fois par an, tous ces hommes et ces femmes qui essaient de faire l'Europe se retrouvent. Et il y a une familiarité, une bonhomie entre eux que vous ne retrouvez dans aucune négociation internationale. Et nous, au lieu de dire, mais regardez, c'est la fin du Conseil européen, c'est formidable. Même Merkel sourit, vous voyez ce que je veux dire. Mais oui, parce qu'ils sont familiers. Ça fait une famille. Dans une famille, on s'engueule tout le temps, mais on essaie de pas... Enfin, des fois, ça casse. Mais des fois, ça casse en Europe aussi. Le Brexit...
Moi, j'espère qu'une chose, c'est qu'ils ne vont pas y arriver et que les Européens les Anglais vont taper à la porte et qu'on leur dira, là, vous allez payer, hein, les salauds d'Anglais, parce que vous n'allez pas nous avoir comme ils font à chaque fois. Hein. Bon, laissons tomber les Britanniques. Mais voilà, bon. Et j'aime les choses de la vie quotidienne. Alors, ce que j'aime pas dans... Voilà, donc les universitaires qui auraient dû être les premiers à dire la révolution de l'information et de la communication, c'est important, en fait, ont été comme les autres. Mais il y a une hypocrisie sur la communication. Il n'y a pas un homme politique qui ne pense pas à communiquer. Il n'y a pas un journaliste. Quand vous entendez un journaliste, leur mauvaise foi est infernale. Il dit, oui, nous, on fait de l'information, on ne fait pas de la communication, sous-entendu, c'est de la merde. Or, les 3/4 des journalistes aujourd'hui, dans les rédactions, je ne parle pas des freelances, vous avez des calicots derrière les autobus, des publicités dans tous les journaux. Monsieur Dupont qui fait la tranche horaire de 7 à 8. Mademoiselle Durand qui fait RTL, etc. Donc ils sont totalement dans la com. Ils vendent leur tête, leur sourire, leur truc mûche. Et ils ont le culot de dire qu'ils ne font pas de la com. Ils disent non, non, on est sérieux, on fait de l'information. Je dis oui, vous faites de l'information, mais vous faites de la com. Et j'essaie de les coincer en disant autre chose. Mais dites donc, quand vous faites votre travail, de manière exceptionnelle d'ailleurs, vous essayez d'être compris par le public. Ben oui, bien sûr, disent-ils. Mais si vous tenez compte du récepteur, c'est-à-dire vous tenez compte de l'autre, donc vous êtes dans une problématique de communication. Parce que la communication, c'est une relation. Donc vous faites de l'information, mais vous avez intégré la problématique de la communication, c'est à vous faire comprendre. Ils ont besoin de croire qu'eux sont sérieux, objectifs, et que le reste de la communication, c'est de la manipulation. Et dernière chose, pardon, je suis trop long, moi je dis aux gens, ben, écoutez, essayez de manipuler quelqu'un. Moi je suis président, une chose que j'adore comme boulot, je n'ai pas d'activité en dehors de la recherche, mais je suis président de l'éthique publicitaire en France. Donc c'est un bien grand mot, mais pour dire que la publicité, elle est autorégulée par les... Elle s'autorégule. Mais il y a une instance d'arbitrage dans les conflits, et c'est celle que je dirige. Et ce qui me plaît dans la publicité, ce que j'aime, c'est qu'on déteste tous la publicité. Tous. On pense qu'elle est pourrie, qu'elle dit n'importe quoi, ce qui est vrai. Mais quand même, si on achète une Alfa Romeo rouge un jour, c'est pas à cause de la pub. C'est parce que depuis qu'on a 12 ans, on veut une Alfa Romeo rouge. Et si on achète une crème qui fait, allez, ça, et qui coûte 300 €, très cher, pour retirer les rides, on sait très bien qu'elle ne va pas retirer les rides, la crème. On le sait bien. Mais putain, on en a marre des rides. Donc on l'achète quand même. Et si évidemment les rides sont là, cette saloperie de publicité. Et là, les centaines de milliers de messages publicitaires pour des régimes amaigrissants, on a tous envie de perdre 5 kilos. Donc, on ne peut pas s'en passer de la pub parce qu'elle excite notre désir. En plus, elle est faite pour ça, c'est pour vendre, elle ne ment pas. Mais on a besoin de dire cette saloperie de pub. Et en plus, je finis, je suis un peu long, mais en général, celui qui critique la pub, il dit, moi, je suis malin. Moi, je ne suis pas manipulé par la pub. Alors, je lui pose la question qui est la question de la sociologie classique. Mais si vous avez la supériorité pour ne pas être manipulé par la pub, pourquoi pensez-vous que les autres sont à ce point-là stupides pour être manipulés par la pub? Et pourquoi l'intelligence que vous vous attribuez d'être capable de résister à la pub, vous ne l'accordez pas à ces milliers d'autres personnes? Et voilà. Et la posture des sciences sociales, c'est souvent de dire qu'eux sont capables de critiquer, qu'eux sont distanciés. Tout à fait. Si, non, mais je vous suis très bien et je confirme, même si ce n'est pas moi le sujet ce soir, mais en tant qu'enseignante en communication, je sais à quel point c'est difficile des fois d'expliquer ce qu'on enseigne. Parce que, on ne manipule pas facilement les gens. Bien sûr qu'on peut se faire manipuler, vous et moi. Mais si on se fait manipuler, ce n'est pas à cause du message, c'est à cause du contexte, c'est à cause d'une crise de confiance, c'est à cause de vouloir s'en sortir. Quand on dit, oui, si vous êtes sur Internet, ça fait 30 ans qu'on nous dit, si vous travaillez sur les nouvelles technologies, vous aurez une promotion plus grande. Évidemment, c'est faux. Internet n'est pas une preuve d'intelligence. Mais dans la conscience collective aujourd'hui, on pense que si on est sur des claviers, on est plus intelligent que si on tape sur un marteau. Et les parents, s'ils pouvaient foutre de l'Internet dans le biberon des gosses, ils le feraient. Parce qu'ils pensent que si le gosse est sur un ordinateur à 3 ans, c'est qu'il est plus intelligent que le gosse qui joue avec un jouet de bois. Évidemment, c'est faux. Mais il y a un mouvement culturel. Un jour, les ordinateurs, ils rouilleront au fond des jardins, un jour. Je ne suis pas inquiet. Mais pour l'instant, on est dans le monde, et tout le monde rêve d'avoir le plus tôt possible ses chouchous devant un ordi. Et quand vous avez moi, j'ai travaillé sur l'informatique et le syndicalisme il y a 30 ans. Et tout le monde disait, les médecins, les autorités sanitaires, il ne faut surtout pas rester derrière un écran plus de 3-4 heures par jour parce que c'est mauvais. Là, on y passe 24 heures maintenant. Et encore, si la nuit, on pouvait avoir un électrode, on le foutrait. On y arrivera, je pense. Oui, on y
Et vous avez fait en 1990, il me semble, un très bel ouvrage, pour moi en tout cas, qui s'appelait les liens sociaux. Ça m'échappe les titres exacts. Éloge du grand public. Voilà, éloge du grand public. C'est la même idée, c'est l'amour de la classe moyenne. Voilà, et c'est dans cet ouvrage, vous montrez que les médias, très souvent, les médias comme la télévision, notamment, ou la radio aussi, mais notamment la télévision, que des fois, on regarde avec une attitude un peu condescendante, que c'est un peu bête à regarder la télé, etc. Que ce sont des instruments, des liens sociaux qu'ils forgent, qui forgent nos communautés, nos collectivités, qui nous unissent d'une certaine façon parce qu'on partage des moments forts à travers ces médias. Et c'est vrai que dans cet ouvrage, vous faites justement, vous prenez la défense des hommes et des femmes ordinaires qu'on pense souvent qu'ils sont bêtes et qu'ils ne le sont pas du tout. Et vous montrez à travers cette réflexion que vous développez dans cet ouvrage, que ces médias méritent beaucoup plus d'attention et de considération, et que même encore aujourd'hui, on considère la télé comme les médias pauvres, on va dire, par rapport à l'Internet, par exemple, qui est considéré être... Parce qu'il y a toute cette idéologie du début de l'Internet, la liberté, l'intelligence collective, etc. etc. Et vous revenez encore aujourd'hui pour rappeler que la télé, la radio, c'était des médias magnifiques, et même si vous êtes sceptique par rapport aux techniques, là, vous acceptez quand même que grâce à ces... Oui, voilà. C'est une très bonne question, ça, parce que c'est vrai que les techniques, moi, je trouve, elles jouent un rôle formidable quand elles sont en adéquation avec une mutation sociale, par exemple. Ce qui est formidable dans la radio et la télévision, c'est que c'est en adéquation avec l'immense mouvement d'émancipation populaire pour le suffrage universel, l'apparition de la consommation de masse, l'apparition de la société de masse. Et donc, la radio et la télé, entre 1920 et 1970-80, elles ont eu un rôle d'émancipation extraordinaire. Des millions de gens ont accédé au monde grâce à ces petites fenêtres. Déjà, le son, avec la radio, où on rêvait. Moi, j'étais gosse, il n'y avait pas beaucoup de télévision, mais on rêvait dans les émissions de radio, puis la télévision. Et alors, le paradoxe, c'est que ces deux outils ont été, surtout dans les radios et les télévisions publiques au départ, ont été toujours vus avec beaucoup de méfiance. On dit, là, là, on va manipuler. C'était quoi la critique qu'on faisait à la radio et la télé? On va manipuler les gens. Parce qu'on s'imagine que le récepteur était comme notre abruti, et parce qu'on était dans un fauteuil, on était passif. Donc on disait toujours, la radio et la télé, on est passif. Non, on n'est pas passif. Quand on écoute, on n'est pas passif. On sélectionne, et c'est pas parce qu'on dit rien qu'on est d'accord. Donc on avait une hypothèse qui était fausse, et qui continue aujourd'hui, c'est de croire que le spectateur l'auditeur de radio, le spectateur de télé est passif, et que l'internaute est actif uniquement parce qu'il est en train de taper sur un clavier. Mais dans les deux cas, tout le monde est intelligent. Et si on se fait avoir par un message, c'est parce qu'on a envie de se faire avoir par un message. On dénonce après. Mais enfin. Donc, il y a une injustice à l'égard de la radio et de la télé, sous prétexte que Hitler et les staliniens ont été servis, pour dire oui, c'est de la manipulation, donc c'est un mépris pour l'intelligence du public, et une espèce d'adoration tout aussi ridicule pour l'internaute. Et d'ailleurs, le contresens, on le voit très bien, qu'on a condamné les médias de masse, radio et télévision, parce que ça touchait trop de gens. Et par contre, année après année, vous voyez une espèce de béatitude dans le monde. Il y a maintenant 3 milliards d'internautes. Il y aura bientôt 4 milliards d'internautes. C'est-à-dire que le même nombre qui était critiqué pour la radio et la télévision est loué. Loué soit Seigneur, Internet. Or, si Internet rendait l'homme bon, ça se saurait. On se tue avec autant d'allégresse, avec ou sans Internet. L'homme est pervers de la même manière avec ou sans Internet. Mais la radio et la télévision ont bien correspondu à un moment d'émancipation. On croyait que l'école, enfin des choses formidables quand même, qui ont servi. Parenthèse sur le narcissisme des journalistes, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Quand vous avez fait de la radio et de la télévision, tout le monde préfère la radio, parce qu'à la radio, on ne nous voit pas, on est libre. La télé, c'est quand même très casse-pied. Les journalistes de radio sont devenus tellement narcissiques que maintenant, dans les grands studios de radio, on a foutu des caméras. Donc ça veut dire qu'ils racontent l'argument, toujours le même, idiot. Ah, mais c'est pour que ça passe plus facilement sur les réseaux sociaux.
Alors qu'au contraire, le génie de la radio, c'est que vous êtes à la radio, vous arrivez en pullover, n'importe quoi, vous rigolez, enfin, il y a une familiarité de la voix et une liberté. Le jour où tout le monde à la radio est exactement comme ça, parce qu'il y a 4 caméras qui vous prennent, eh bien la radio devient une télé. Et c'est le narcissisme pur. Et ils mentent. Je parle des stars, là, parce que le brave journaliste de la classe moyenne, lui, il est tout à fait honnête. Mais bon. Donc, si vous voulez, on a détesté la radio et la télévision, et là, on adore le même nombre, donc c'est quelque chose qui ne va pas. Tout à fait, oui. Et parlant des réseaux sociaux, d'ailleurs, parce que vous avez évoqué le terme, on est aujourd'hui dans une période, je dirais, où il y a beaucoup de critiques quand même contre les réseaux sociaux, notamment à cause de ce qui se passe avec les fake news, les fausses nouvelles et l'expansion de fausses nouvelles. Et là, quelle est votre opinion par rapport à ces phénomènes, par rapport aux raisons qui poussent les personnes à propager des nouvelles qui s'avèrent fausses? Est-ce que vous pensez c'est parce qu'on ne prend plus le temps de réfléchir, parce que tout va très vite, c'est l'accélération, c'est parce qu'à un moment vous avez écrit, j'ai lu quelque part, que vous dites qu'avec l'accélération, c'est notre esprit critique qui baisse. Enfin, il me semble avoir lu quelque chose comme ça, qu'on n'a plus la capacité de juger ce qui est vrai, ce qui est faux, enfin, à condition qu'il y ait un faux, mais bon, il y a quand même des nouvelles qui sont erronées, ça, c'est certain. C'est sûr, mais alors, je vais revenir sur le fond, mais moi je réponds tout de suite. Dès qu'on pose la question des fake news, la question, ce n'est pas les fake news. La question, j'ai dit tout à l'heure dans un entretien, c'est les fake journalistes. Parce que la news, elle ne se balade pas dans le ciel comme ça. La nouvelle, elle est faite par un journaliste. Donc c'est les journalistes qui sont des putes, pas les fake news. Donc c'est facile, tout le monde critique les fake news, c'est quand même pas démocratique. Mais la question c'est qui a fabriqué les journaux, qui a fait les nouvelles? C'est les journalistes. Donc ce qui est en cause dans les fake news, c'est pas les nouvelles, c'est ceux qui font les nouvelles. La nouvelle, c'est le résultat d'un travail. Une information n'existe jamais. Elle est construite, elle est fabriquée, elle est écrite, elle est filmée. Là, la grandeur du métier de journaliste, c'est un métier indispensable à la démocratie. Parce que plus il y a d'informations, plus il faut des journalistes pour trier. Le métier d'un journaliste, c'est qu'il décide, dans une journée où il y a 150 000 événements, d'en sélectionner 50. Donc, s'il sélectionne et s'il fait des nouvelles, alors ça, c'est les fake news. Mais sur l'autre question, les réseaux, les deux se renforcent. L'hypothèse de base des réseaux, qui est une hypothèse fausse, mais qui marche très bien, et de dire que les réseaux, c'est la démocratie parce qu'on s'exprime librement. Oui, on s'exprime librement, et c'est un progrès. C'est vrai que les opinions contradictoires peuvent circuler. Le problème, c'est que personne ne vérifie la vérité de ce qui circule. Donc on dit sur Internet n'importe quoi, ce qui est un progrès, mais qui est également un échec terrible, parce que vous et moi, raconter nos opinions, nos fantasmes, nos haines, nos amours, c'est quand même pas toujours d'un intérêt exceptionnel. Donc la tragédie des réseaux, c'est qu'on confond extension de l'expression avec extension de la démocratie. D'ailleurs, j'ai trouvé une phrase, il y a 20 ans ou 25 ans, je ne me souviens plus, que j'adore, parce que finalement, un écrivain, on écrit 15 phrases fortes, c'est « si tout le monde s'exprime, qui écoute ?» Et personne n'écoute. Ah, c'est quoi ? Mais attendez, mais depuis 1820-20-30, l'éthique journalistique existe. Il n'y a pas besoin d'une loi pour rappeler un journaliste qu'il ne peut pas qu'il dise n'importe quoi. Enfin, quand même. Et puis, ce n'est pas une loi qui va empêcher les journalistes d'être tordus, des journalistes ou des capitalistes ou des militaires ou des professeurs, hein, je généralise. Si vous voulez, tout le monde rêverait. Il y a une hypocrisie là-dedans. Si on fait une loi contre... Et même les médias devraient dire, s'il y a des fake news, c'est à cause de nous. Naturellement, ils ne le disent pas. Mais je prends un exemple, parce que moi je n'arrête pas de défendre la presse et les journalistes, parce que je pense que c'est indispensable. Mais une erreur majeure qu'a fait la presse, mais ce n'est pas de sa faute, parce que nous, l'université, on fait la même erreur. C'est de croire que Internet, c'était la démocratie. Non, c'est l'expression. Et l'expression, elle a quelquefois d'une part. Et d'autre part, il y a la confusion qu'il y a entre les démocraties et les dictatures. Évidemment qu'Internet joue un rôle important dans les dictatures. Mais nous, on n'est pas dans les dictatures ici.
Et évidemment, quand vous êtes dans une dictature, la technique la plus utilisée, on l'apprend. Autrefois, dans les dictatures, on servait de la radio, voire du pigeon voyageur. Donc on prend Internet comme demain on prendra une autre technique. Mais on ne peut pas faire une généralisation du raisonnement en disant puisque Internet est utile dans les dictatures, alors il est utile partout. Non. Nous, on a la presse écrite, on a la radio, on a le journalisme, on a le photojournalisme, on a le cinéma, on a les militants. Enfin, on en a des contrepoids dans nos sociétés. Mais on est dans une idée que toujours la société nous contrôle et que si on peut s'exprimer librement, on sera plus démocratique. Non. Parce qu'au bout d'un moment, ce qui sort, c'est la bêtise humaine. La mienne, comme la nôtre. J'ai fait ça, je me suis levé à 8 heures. Enfin, vous le connaissez comme moi, les réseaux. Et donc, par conséquent, il y a toujours un fantasme. Alors, l'inconvénient majeur des réseaux en politique, c'est pour ça que les pauvres journalistes se sont fait avoir. Ils ont cru que s'il y avait une généralisation de l'expression, alors il y aurait plus de vérité. Eh bien non. Les réseaux véhiculent autant de vérité que de mensonges, que de manipulations, que de fantasmes. Et la presse aurait dû être la première dans le monde à dire, écoutez, c'est très bien ce truc-là, parce que ça généralise l'expression, on se parle, etc., etc. Mais ça n'a rien à voir avec le métier qu'on fait. Or, dans tous les médias dans le monde maintenant, il y a une fascination pour les réseaux. Il faut remarquer qu'il n'y a pas un journal qui se termine en radio ou en télé. Alors, qu'est-ce que disent les réseaux aujourd'hui? Il y a même un pauvre journaliste, garçon ou fille, qui est commis, en général c'est un jeune, parce que ça fait moderne, hein, il est commis à écouter les conneries des réseaux de la journée. Alors il dit, je sais pas quoi, là, on dit, putain, heureusement qu'il est là, parce qu'on est passé derrière la saloperie du pouvoir et la saloperie des officiels pour retrouver la vérité des sauvageries. Mais les sauvageries, c'est les conneries de l'humanité. C'est tout ce qu'on peut raconter comme bêtises, vous et moi. Moi, j'ai rien contre ça, mais à condition de ne pas lui donner le statut de l'information. Et c'est pour ça que les journalistes détestent que je leur dise ça, mais c'est vrai. C'est eux qui ont scié la branche. On a besoin d'eux, oui, mais à condition qu'ils ne singent pas l'expression sur les réseaux. Puis en plus, les réseaux, c'est bien quand vous avez entre 13 et 35 ans. Mais quand vous êtes au chômage, vous avez perdu votre bonne femme, les gosses sont en crise, votre amant s'est barré, vous avez l'énième crise avec vos oncles et vos tantes, vous êtes chôme dû, pour les réseaux, hein. Alors oui, ça peut raccourcir de l'information. Mais qu'est-ce que... Alors on vient sur une question que vous avez posée. Qu'est-ce que ça veut dire de croire qu'on peut aller très vite? Oui, c'est vrai que par exemple, moi je supprimerais bien... Enfin, c'est vache ce que je dis. Mais je réduirais considérablement l'administration pour toute l'organisation qui gère les chômeurs. Parce que finalement, on n'arrive jamais à faire rencontrer l'offre et la demande. Et je dirais aller inventer tous les systèmes qui permettent que ceux qui sont au chômage trouvent plus vite du boulot. Parce que là, je pense que la bureaucratie ne sert à rien. Et que les réseaux, mais pendant 5-7 ans, pourraient améliorer la rencontre offre-la demande. Mais je pense que si on généralisait un petit réseau interactif, pendant 5 ans, ça marcherait bien. Puis après, on retrouverait dans le fonctionnement de ces réseaux interactifs de recherche de boulot les mêmes mécanismes de domination, les pervers, les tordus, ceux qui vont capitaliser. Vous savez, aimez-vous les uns les autres, si ça marchait, ça se saurait. Baisez-vous, truandez-vous, dominez-vous, ça marche très bien. C'est tout à fait exact. J'allais dire, vous avez très bien expliqué les problèmes, parce que je voulais... Excusez-moi pour les gros mots, mais de temps en temps... Excusez-moi. Non, parce que je voulais vous dire qu'en effet, au-delà de la place et du rôle de journaliste, il y a quand même ceux qui propagent des informations à des fins pécuniaires, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas que le journaliste dans cette histoire, en effet, et que très souvent, ils se sont aussi pris au piège. Un autre sujet de l'actualité qui rentre aussi dans la problématique de cette rencontre sur la domination et l'émancipation, je ne sais pas si vous êtes d'accord qu'on en reparle, parce que vous en dites 2-3 choses dans vos ouvrages sur la place des femmes. Et c'est vrai que ça revient un peu à l'actualité avec ce qui se passe récemment, cette escalade, on va dire, de révélation des femmes battues, des femmes harcelées, des femmes, etc. Et vous dites que vous avez le souvenir d'une mère qui a été un peu marquée par le machisme, il me semble avoir lu, je m'avance pas, enfin, je ne vais pas trop rentrer, mais il me semble que vous avez écrit quelque chose comme ça et que vous étiez toujours très sensible à l'émancipation de la femme, mais pas une émancipation qui va aller aux extrêmes, qui devient violence, qui devient déconstruction, qui...
Oui, parce que les circonstances de la vie, le hasard fait que ma mère était veuve jeune et il n'y avait pas d'argent, pas de diplôme, et il y avait plusieurs enfants. Et du coup, j'ai vu ce que c'était que la domination sociale sur les femmes, les conditions de salaire et compagnie. Et c'est vrai que, et elle me disait une phrase qui m'a fasciné toute ma vie. Elle m'a dit, tu sais, une femme veuve ou divorcée qui a 2 ou 3 gosses, on la laissera toujours dans son coin parce qu'aucun couple ne l'invitera jamais, parce que la femme a peur que... Hein, et que donc on est dans un système d'isolement terrible. Et je ne comprenais pas, j'avais 9, 10, 12 ans, mais je comprends, et la domination sociale des femmes. Mais ce qui vient de se passer là, sur l'affaire Weinstein et la suite, c'est en ça qu'il faut être optimiste sur la démocratie. Il y a eu les luttes des femmes à partir des années 70. Ça a pris contraception, avortement comme premier objet. Après, il y a eu le divorce, etc. Mais cette histoire, ce sexisme effrayant, on le savait. Mais il n'y avait pas le moment où ça a explosé. Et ce qui est extraordinaire dans la démocratie, c'est qu'il faut du temps. Et à un moment donné, ça sort. Et là, ça ne s'arrêtera pas sur cette question-là. Alors, il y aura du grabuge au passage, c'est sûr, mais bon. Et sur l'émancipation sociale des femmes, parce que par exemple, un truc qu'on n'arrive pas à résoudre comme problème, une femme qui fait 1 ou 2 enfants, automatiquement, dans sa carrière professionnelle, elle le paye. Elle le paye. Parce qu'on n'a pas adapté. Or, c'est pas normal qu'une femme qui contribue à une famille, qu'elle soit mariée ou pas mariée, on s'en fiche, qu'il y ait 2, 3 gosses ou plusieurs mariages, tout ça, on s'en fiche. Mais le temps passé à... Voilà. Et le fait que les hommes... Donc les modèles culturels dans le couple ont changé maintenant pour les jeunes, pour ceux qui ont entre 20 et 40 ans. Mais ce qui n'a pas changé, c'est la domination sociale et le silence. Et le jour où les femmes sont mises à hurler sur cette histoire de lâche ton porc, ça c'est pas terrible comme formule. Mais l'intelligence de l'Europe, j'y reviens, c'est que le conflit qu'il y a chez les féministes entre l'Europe et les États-Unis, c'est que les féministes européennes, au bout d'un moment, elles ne veulent pas la mort de l'homme ou la guerre contre les hommes. Elles veulent affirmer leur liberté, leur émancipation et trouver un autre équilibre, ou en tout cas admettre que c'est très compliqué. Tandis que vous suivez les mouvements féministes américains, putain, c'est lutte de classe, lutte de sexe. Et si vous voulez, bon, une fois qu'on aura lutte de classe, lutte de sexe, bon. Et puis la question qui a été soulevée par le texte qu'a signé Catherine Deneuve, qui a été attaqué, la question que pose Catherine Deneuve et ce texte, même si c'est maladroit, etc., elle est intéressante parce qu'elle dit oui à toutes les dénonciations, hein, mais quand on sera plus tard dans un autre mode de relation, et on le sait très bien sur les jeunes qui ont entre 15 et 40 ans, que les rapports hommes-femmes sont diablement compliqués. Et qu'on n'est pas uniquement dans la perversité de l'homme, etc., que les femmes ont des outils, des armes redoutables, et que tout est très compliqué. La preuve, il y a un divorce sur 2. Donc tout est compliqué dans le rapport homme-femme. Et le progrès de la démocratie, c'est que finalement, on va admettre progressivement que c'est compliqué. Alors pendant des siècles, tu épouses ce mec, vous connaissez toute l'histoire comme moi des couples et des familles. Parce que là, aujourd'hui, il y a du choix, il y a du conflit, il y a du désaccord. Et donc, par conséquent, ce qui est intéressant dans le modèle américain contre le modèle européen, c'est que nous, quand même, les Européens, sur cette question-là, on est plus sophistiqués. Il y a la condamnation de toutes les formes de domination sociale et compagnie, mais après ça, et là, moi je pense que c'est bien qu'il y ait ce conflit entre les féministes, parce que ça fait avancer la réflexion. Il n'y a pas une unité des féministes dans le monde, c'est pas vrai. Elles ont des visions. Et alors moi j'étais marqué aussi, je le dis un peu dans le livre, mais quand j'étais jeune chercheur, mon premier domaine de recherche, c'est pour ça que ça me suit depuis longtemps, c'est les mœurs. Parce que on m'a dit, tiens, va suivre l'émancipation des femmes, là c'est en train de bouger. Donc moi j'étais un jeune gamin de 24, 25 ans, 23 ans même. Et du coup j'ai suivi les mouvements d'émancipation des femmes. C'était le début de l'homosexualité, contraception, avortement et tout ça. Et alors j'étais fasciné à la fois de l'intelligence radicale, puis des fois de la caricature des hommes qu'elles avaient. Parce que je dis, merde, j'ai 25 ans, mais je ne me retrouve pas dans ce qu'elles disaient. Et donc depuis le début, je me dis, bon Dieu, c'est plus compliqué, et voilà. Et c'est cette complexité-là qui m'intéresse. Et en plus, j'avais pu, je ne sais pas comment je m'étais débrouillé, mais j'avais réussi à entrer dans le noyau dur des féministes. Et j'ai assisté aux réunions chez Simone de Beauvoir, dans le 14e, dans son duplex. Et je voyais ces féministes qui étaient d'une dureté. C'est mort à l'homme, quoi. Et moi, je partais, j'étais le seul mec, non, j'avais 25 ans. J'ai dit, putain, si c'est ça l'avenir. Alors, ça fait un drôle d'effet, au sort, je me retrouvais tout seul, je n'avais pas les éléments intellectuels. Et en même temps, je me souviens d'un autre mouvement, mais d'une beauté. Après, j'avais quitté un peu les mœurs, et je réfléchissais sur la question du travail et de la technique avec la CFDT. Et à l'intérieur de la CFDT, il y avait une femme qui était dans la direction. Et d'ailleurs, dont on disait, elle s'appelait Jeannette Lahaute, on disait, elle est fille-mère. Ce mot effrayant. Donc cette femme qui était fantastique, elle sortait des
Ah, à Morlaix, on fait pas des cigarettes, mais des allumettes. Donc, vous voyez, c'est pas une intello, la fille. Remarquable intelligence. Et les féministes avaient dit, putain, il faut qu'on touche la classe ouvrière, il faut qu'on libère les femmes de la classe ouvrière. Donc, elles avaient été voir cette femme, qui était une chrétienne, catho, tout ça, et qui était assez coincée sur le problème des mœurs. Mais ils savaient très bien que la CGT disait non à 100% pour la contraception d'avortement et que la seule CGT pouvait bouger. Et c'était de voir ce dialogue, parce que moi j'assistais à ça, entre ces féministes, qui étaient évidemment toutes bourgeoises, qui n'a rien de critiquable, avec cette fille qui sortait de la classe ouvrière et ne se comprenait pas. Et évidemment, cette ouvrière avait subi la domination. Et pendant des années, j'essaie de rendre compte de ce conflit. Et évidemment, elles avaient toutes les deux raison. Ces femmes bourgeoises, etc., privilégiées. C'était à l'époque, il faut que j'arrête de raconter ma vie, mais je me souviens, j'adorais le théâtre, j'adore toujours le théâtre, et j'étais tombé pour des raisons comme ça, très amie avec une grande comédienne qui est décédée maintenant, qui s'appelait Delphine Seyrig, et qui était très féministe. Et Delphine Seyrig, c'était la femme la plus snob du monde que je connaisse. Elle était là comme ça. Dominique, qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle Jaguar? Moi, je sortais de ma banlieue. Je dis, putain, ta Jaguar. Elle me dit, tu ne veux pas la conduire? Puis elle avait une voix grave. Je dis, tout de suite, bon. Et alors, elle était très bourgeoise, n'empêche que... avec elle, j'avais fait tous les mouvements d'émancipation des prostituées qui étaient basés à Lyon à l'époque, mais je parle d'événements d'il y a 30 ans, mais qui ne sont pas reproduits. Et de voir cette bourgeoise comédienne extrêmement riche, très élégante, ces féministes populaires, ces féministes bourgeoises, et les prostituées qui disaient « Mais nous faites pas chier, on s'en fout, on n'est pas malheureuses ». Et après, il y avait la prise de conscience. Bon, c'est pour ça que tout est compliqué, voilà. Et j'aime pas les idéologies trop. Il faut des idéologies pour mener des luttes politiques, mais... C'est pour ça que vous avez voulu vous entretenir avec le pape? Parce que vous pensez... C'est pas à cause de la sexualité. Non, non, parce que tout est compliqué. Oui, parce que ah, oui. Pour quelqu'un qui est agnostique, comme vous dites, je pense que le public aimerait peut-être savoir un peu plus sur cette rencontre un peu exceptionnelle. Alors, je l'ai vu lundi, j'étais à Rome lundi, j'ai repassé un long moment avec lui, et je dis, vous savez, vous me cassez un peu les pieds parce que vous prenez beaucoup de place dans ma tête quand même. Parce que c'est un personnage invraisemblable. Alors pourquoi ça a marché? J'étais stupé, parce que oui, il y a 30 ans, j'ai fait un livre d'entretien, donc il y a 30 ans, avec le cardinal archevêque de Paris, qui était un juif converti, devenu cardinal, donc le premier depuis le XVIe siècle, qui était un personnage incroyable, très intelligent, très emmerdant, mauvais caractère, insupportable. Mais j'ai fait un livre qui a été un livre formidable. Et depuis 30 ans, je suis l'affaire de l'Église. Parce que l'Église m'intéresse depuis toujours. Je ne suis pas croyant, mais ça m'intéresse quand même. Ça m'intéresse parce que quand on rentre dans une église, je suis sensible aux odeurs, à ce temps, à l'éternité, bref. D'autres n'y sont pas sensibles. Moi, je n'ai pas la foi, mais bon. Et quand j'ai vu que l'Église était capable, cette institution qui a quand même fait pas mal de mal, d'élire pour une fois un pape non européen, un pape latino-américain et ensuite un jésuite, je dis merde, ça change. Et surtout, ce qui m'a le plus fasciné, c'est que j'ai vu comment cet homme, en 6 mois, a été capable, avec un vocabulaire laïque, complètement pas religieux, il était compréhensible par tout le monde, d'avoir une popularité mondiale, et en dénonçant. Alors du coup, ça m'a redonné envie de dire, tiens, pourquoi pas faire un livre d'entretien. Du coup, j'ai travaillé dans mon coin, et j'ai fait le plan du livre. Et je dis, tiens, je vais rester sur la société et la politique, parce que tout de suite, il a fait de la politique, parce que son premier voyage, il va à Lampedusa. Il est élu le 23 mars, je crois, et le 25, il est à Lampedusa, qui est l'île de la Sud, où il dénonce déjà les conditions faites aux immigrés. Et dans le voyage et au retour, c'est là où il dit, autre scandale qu'il a créé tout de suite, qui suis-je pour condamner les homosexuels? Donc le mec, son premier voyage, il fait fort. Donc je fais ce plan de livre, je ne sais pas pourquoi, et je lui envoie par mail. Et j'avais mis une note d'intention de 2 pages, mon curriculum vitae, parce qu'il n'était pas censé me connaître, et j'ai envoyé tout ça à Rome. J'ai même pas pris j'ai pris le mail d'un copain parce que je voulais pas que le mail du CNRS... bon, bref. Et j'étais à Alger, je me souviens très bien. Et puis un mois et demi après, le Saint-Père vous attend tel jour, telle heure. Oh putain. J'arrive, panique à bâbord, je me trouve un traducteur parce que naturellement je parle pas italien bien. Bon. Et alors, panique. De toute façon, je rate toujours mes situations de communication, c'est fou. Parce que... Ben oui, parce qu'on nous met dans une pièce, au lieu d'attendre, moi je me farfouille dans mon cartable parce que j'étais anxieux. Et il arrive, putain. Alors le regard de cet homme, la bonté, l'humour, hop, ça a fait clic-clac, Kodak, quoi. On s'est rencontrés.
Et un, il avait trouvé vachement bien la proposition intellectuelle que je faisais. Deux, les rapports humains. Mais la première rencontre, je me suis encore planté parce que je pensais que j'allais le voir pour dire ça vous intéresse, à quelles conditions. Il m'a rien dit. Et à un moment donné, le traducteur me dit, il attend que vous commenciez. Mais j'ai commencé quoi? Il dit, mais les entretiens. Mais j'ai pas mes questions, j'ai pas le magnétophone, je sais rien. Panique à bâbord pour la deuxième fois. Alors, heureusement, j'avais tout en tête. On s'est assis dans cette petite pièce minable, parce qu'il est à Santa Marta, il n'est pas dans les appartements pontificaux à Rome. Et j'avais simplement lu que les audiences du pape, c'était 20 minutes maximum, chef d'État compris. Bon, je dis, on va parler pendant 20 minutes. Alors, coup de bol, j'avais les idées. Puis, ça, 60, 1 heure et quart. Et ça ne s'arrêtait pas. Je dis, putain, mais où on va? Et il marchait, le gars, ça y allait. On était en train de se... Puis au bout d'1 heure et demie, il dit, écoutez, excusez-moi, il faut que j'arrête. Ah oui, sa première phase, j'espère, Monsieur Volton, que je serai à la hauteur des questions d'un grand scientifique. Alors, je dis, souvenez-moi celui-là. Alors, je lui dis, bon, bref. Non, mais c'est pas... Parler à un pape, c'est quand même vraiment pas évident. Ça ne m'était jamais arrivé. Mais bref, en 1 heure et demie, la glace était rompue. Et elle a été rompue parce qu'il me dit, il faut que j'arrête parce que j'ai un rendez-vous avec mon confesseur. Et là, je ne sais pas pourquoi ce qui m'a pris. Donc, il s'est levé. Je me suis levé aussi. Puis, je lui ai mis la main sur l'épaule, ce qui n'était même pas évident. Et je dis, vous avez bien raison parce que vous en avez bien besoin. Bon, passage à l'acte. Et il a éclaté de rire. Et alors, je dis, on se revoit. Elle me dit, mais bien sûr. Bon, comment on fait? Ben, je vous enverrai un mail. Et ça s'est enchaîné, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je l'ai vu 12 fois. Et à chaque fois, ça a duré 1 heure et demie. Alors des fois, à la fin de la réunion, il dit, bon, alors quand est-ce qu'on se revoit? Et alors, il me dit, ben, je peux vous voir tel jour. Et moi, des fois, je ne pouvais vraiment pas parce que j'étais à l'étranger. Je suis à l'étranger. Ah bon, on prend une autre date. Et je dis, merde, quand même. Et une simplicité, une radicalité, un amour. Alors, lui, puis alors, surtout, une des choses, oui, ce qui me fascine dans l'Église en général, c'est qu'elle se balade sur 2000 ans. Mais alors, lui, il se balade vraiment sur 2000 ans. Et je vous donne l'exemple qui m'a le plus... À un moment donné, je dis, écoutez, l'Église a une qualité quand même incroyable qu'elle ne valorise pas du tout, c'est la diversité culturelle. Depuis Vatican II, vous savez qu'on prie, on chante dans toutes les langues du monde. L'institution de l'Église était la première. Non seulement à faire des dictionnaires de toutes les langues des peuples qu'elle avait d'ailleurs massacrés, mais en plus, bon. Et je dis quand même, la diversité culturelle, c'est quand même quelque chose que vous ne revendiquez pas du tout. Alors il réfléchit, il me dit, mais Dominique, la question est réglée depuis la Pentecôte. Alors vous n'êtes pas forcément tous susceptibles d'être cathos. La Pentecôte, c'est le Christ est remonté, les apôtres sont complètement paumés, et il y a les langues de feu du Saint-Esprit qui viennent et qui disent « Allez annoncer la bonne parole dans toutes les langues, dans toutes les chansons, parlez à tous les peuples de la terre. » Sous-entendu, allez vers la diversité culturelle. Donc il me dit, donc la question est réglée depuis 2000 ans. La question est réglée depuis la Pentecôte. Moi je dis, putain, mais il y a 2000 ans de ça. Il dit, oui alors. Alors voilà, c'est là où moi je suis admiratif, parce que c'est 2000 ans d'histoire. Et nous les intellectuels, on a quoi, 4 siècles, 5 siècles d'histoire en maximum. Et ils se baladaient là-dedans tranquillou. Il me parlait de saints européens du IIIe siècle, j'avais jamais entendu parler. Donc voilà, alors l'intelligence, la radicalité, la critique, l'humanité. Il n'aime pas la Curie. Si vous achetez le livre, vous verrez, il a fait 2 discours en décembre 2015 et 2016 sur la Curie. S'il n'assassine pas, c'est que Dieu existe, quoi. Parce que il veut des femmes à la Curie, le mariage homosexuel, non, mais l'union civile sans problème, des prêtres mariés, pourquoi pas, enfin. En effet. Et donc, et j'ai parlé que de politique avec lui, mais alors au bout d'un moment, je dis, mais oui, pour finir sur les situations de communication folles qui existent dans le temps, je dis, putain, mais on va où? Alors j'écoute, est-ce que vous êtes d'accord sur le plan du livre que je vous ai envoyé? Il me répond, mais oui. Alors je dis, putain, j'ai ma boîte de sauvetage. Donc je lui dis, vous êtes d'accord qu'on suive le livre? Il me dit, oui. Et comme ça, ma fille, 6, 7, 8, 9. Alors c'est vrai qu'à chaque fois, même lundi, quand je l'ai vu longuement, je peux vous dire que je suis ému quand je vais le voir, parce que je dis, putain, je vais voir le pape, quoi. Donc, alors que surtout maintenant, je discute de choses assez hardes avec lui. Et alors quand vous sortez de Santa Marta, qui est la toute petite pension qui est derrière Saint-Pierre, quoi, et vous sortez, c'est très calme, et vous marchez, quoi, 500 mètres, et vous tombez sur Saint-Pierre. Enfin, il y a du bruit, il y a tout ça. Je dis, putain, si ces millions de gens qui sont là avec lui, là, à 300 mètres, et Benoît XVI, il est à 50 mètres. Parce que comme c'est tout petit, le Vatican.
Donc ça m'a chahuté. Je lui dis des choses sur lesquelles... Et là où il est quand même un grand homme sur le plan humain, c'est quand j'ai fini de travailler le manuscrit, je lui ai donné à lire. Il est revenu, je lui ai dit, écoutez, vous pouvez changer ce que vous voulez, mais à condition que je sois d'accord. J'avais quand même un peu vissé. Mais il n'a rien retiré. Des choses de détail où les gens pouvaient se reconnaître. Donc il ne voulait pas, ça je comprends. Et il a tout laissé. Il a laissé les moments où on n'est pas d'accord, il a laissé les moments où il ne dit pas grand-chose, il a laissé les moments où c'est moi qui parle plus que lui, les moments où il dit, il faudra que je travaille sur cette question-là. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. L'autre jour, j'ai fait une gaffe de plus. J'ai vu Macron et je lui ai dit, c'est quand même plus facile de parler avec vous que de parler avec le pape. Il était vexé. C'est vrai. Et moi, c'était naturel. Et notre président de la République, qui se prend comme un roi, comme tous les présidents de la République français. Mais quand je vois la simplicité de ce bonhomme, il arrive là où il vit dans une pension, là où les cardinaux viennent siéger quand ils viennent à Rome pour les conclaves. Et il vit dans 45 mètres carrés. Il a ses fameuses chaussures noires dégueulasses, parce qu'on lui a reproché en plus qu'il n'a jamais voulu mettre les chaussures des papes. C'est magnifique, le truc brodé en or et tout ça. Donc il a ses croque-noix absolument dégueulasses. Vous ne mettriez pas, vous, les week-ends. Ils sont noirs en plus. Il y a que ça regardez la prochaine image. Et un jour, je lui dis, mais qu'est-ce qui peut changer un pape? Il pense, il dit rien, il soulève sa soutane et il me montre ses chaussures. Voilà, l'humour. Bon, je m'excuse d'être sinon, mais, non, au contraire, mais des personnages comme ça. Et alors, il ne va jamais... Je lui dis, mais sa diplomatie, les gens la comprennent. Il ne va dans aucun pays riche développé normal. Tout le monde attend qu'il vienne en France, etc. Il dit, j'irai, mais pas maintenant. Il va que dans les endroits de guerre. Et là, les 2 derniers voyages, c'était les Rohingyas en Birmanie. Il n'y avait pas un chrétien. Et là, il reçoit Erdogan demain ou après-demain. Et je dis, pourquoi vous recevez Erdogan exprès? Il dit, pourquoi je ne le recevrai pas? Il me demande. Je dis, moi, je reçois tout le monde. Je dis, oui, vous avez même reçu Trump? Il me dit, oui. Alors, regardez les images de Trump quand le pape reçoit Trump. C'est exactement comme ça. Non, mais c'est fou. Alors, en général, c'est un petit... il a ma taille, il n'est pas grand. Il arrive, il a un magnifique regard et il serre la main. Trump, il a fait comme ça. Il a à peine regardé. Oui, on a vu des photos après qui... Alors, je dis, vous n'aimez pas Trump? Ouais. Je dis, ah bon? Mais il est menteur comme un... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et hier, Erdogan, il m'a demandé, il me dit, en plus, il y a les chrétiens d'Orient, il y a 500 000, il n'y a même pas 500 000 chrétiens, mais c'est même pas le problème, c'est que Erdogan, je reçois tous ceux qui me demandent à être reçus. C'est quand même... Bon. Bref, et sa géopolitique, c'est 23e... il a fait 23 voyages. Il a quand même 81 ans maintenant. Hein. Il va fêter les 5 ans de son pontificat. Eh bien, il va que dans les endroits avec des crises et compagnie. Et il dit, mais d'accord, mais je dis, mais dites-le, on ne le sait pas. Il dit, tant pis. Du coup, les grandes puissances l'attendent tous. Une dernière question avant de laisser la place au public comme prévu. Non, c'est l'objectif. Hein. Je pense que le public est là pour vous écouter. C'est la première fois que je viens au Luxembourg de ma vie. C'est vrai? Oui. J'ai fait le tour du monde plusieurs fois et pour ça je dis oui. J'avais une demande, une invitation que j'ai reportée. Oui, je viens. Mais je reviendrai en vacances ici parce que je rêve de me balader ici. C'est peut-être idiot, mais c'est comme ça. Alors, en vous écoutant et après, à la fin de cette discussion, j'ai une question qui me vient un peu spontanément. Vous avez pensé de faire de la politique? Et là, je crains un peu les réactions, mais... Non, la politique, ça m'intéresse énormément depuis toujours. Quand j'étais dans ma banlieue, je me souviens très bien, paumé, parce qu'un gosse de banlieue, il est toujours paumé encore, il y a bien pur paumé. Mais bref, du coup, je suivais les élections municipales, parce que c'est quand même une entrée dans la politique. Mais très vite, en fait... J'ai fait du syndicalisme, enfin, j'ai fait de la recherche pour aider les syndicats. J'ai fait de la recherche pour comprendre les mouvements militants, comme ces mouvements de libération... Donc la politique m'intéresse, mais si vous voulez se remettre dans... Non, je crois que je suis plus intéressé par les idées. Mais j'ai la tendresse pour les hommes politiques, parce qu'en fait, c'est très dur de faire ce qu'ils font, ils ne peuvent rien faire. Tout est coincé, tout est fermé. Et je déteste les journalistes, experts, commentateurs qui passent leur temps à faire... Comprenez la tragédie aujourd'hui. Alors avec la multiplication des chaînes d'information, c'est encore pire. Toutes les chaînes d'information ont leurs spécialistes, leurs commentateurs. Donc dès qu'un pauvre homme politique déplace, fait pipi, il y a 50 000 commentaires par jour qui sont complètement cons la plupart du temps. Il a dit ça, Pierre. Il y a les journalistes vedettes qui savent tout, il y a les experts qui savent tout, il y a les commentateurs qui savent tout, enfin tout le monde sait tout, puis en fait on ne sait rien. Mais donc je trouve que ces pauvres hommes politiques, je leur dis, mais arrêtez de vous prêter à cette médiatisation, mais ils n'osent pas, parce qu'ils sont dans les mains
Donc j'ai de l'admiration pour eux. Ils ne sont pas plus futés que les autres, mais ils ne sont pas moins futés que les autres. Et surtout, je trouve que c'est très dur dans la mondialisation. On est depuis la chute du communisme et le capitalisme triomphant. Il n'y a rien, il n'y a pas de grammaire. C'est le bordel, c'est les rapports de force mondiaux. Heureusement qu'il y a l'ONU, des choses comme ça. Et donc ces hommes politiques, pourquoi je les admire? Mais regardez, sur la communication humaine, nous, nos chefs d'État européens, ils n'arrêtent pas de se voir 4-5 fois par an. Et bien dans la mondialisation, qu'est-ce qu'ils ont inventé depuis 1990? Le G2, le G4, le G6, le G8, le G20, le G32. C'est-à-dire que les chefs d'État n'arrêtent pas de trouver des occasions au cours d'une année pour se rencontrer au moins 4-5 fois. Pour la même raison que les chefs d'État européens, c'est parce que le monde est tellement dangereux qu'ils font exactement comme vous et moi dans la vie, ils se rencontrent pour se renifler. Il y a le protocole qui bouffe beaucoup de temps, mais le reste du temps, ils se regardent, ils s'observent. Et ils se jaugent, comme on se jauge partout pour éviter la guerre. Et quand il y en a un qui pète un câble, jusqu'où il pète un câble, est-ce qu'on peut le rattraper? Le Chinois, comment il s'appelle, le Trump, etc. Et pour moi, c'est la supériorité, mais définitive, de la communication humaine. Ils n'ont pas besoin de se rencontrer. Ils ont toutes les informations par les réseaux d'espions, de tout ce qu'on veut, la diplomatie. Mais ils ont besoin de se retrouver. Et ils se disent bonjour. Ce que je veux dire, le truc qu'on fait depuis le début de l'humanité, on se touche. Ouais. Et c'est vachement important, le toucher. Et je pense que, oui, j'aime la politique parce que la politique, c'est la paix et la guerre. Mais, alors j'ai connu pas mal d'hommes politiques, c'est beaucoup, c'est vrai, mais... alors si j'accepterais si le président me disait, bon, allez, je te prends comme conseiller spécial pour telle ou telle chose, oui, encore, je le ferai. Mais j'ai tellement la conscience aiguë que c'est la bataille au couteau. Dans la pyramide, ils sont 200 en bas, après ils sont 75, après ils sont 33, après ils sont 6. Et la question éternelle, c'est putain, il m'aime ou il m'aime pas le chef d'État? Et 80% du temps, c'est... Donc ça... Écoutez, ça c'est très juste et très intéressant. Je vais m'arrêter. J'admire la politique, j'aime les hommes politiques. Ils ne sont pas pires que les autres. C'est comme j'aime les entrepreneurs. Faire des affaires, c'est pas évident. J'admire les profs parce que un enfant, vous le regardez à la crèche, parce que moi j'ai amené comme tout le monde mes gosses à la crèche, les parents amènent avec amour les enfants à la crèche. 6 mois, parce qu'en France on a des crèches très tôt. Et c'est vrai qu'on laisse tous notre bébé comme notre trésor. Mais ce qui est drôle, c'est qu'une fois que les parents sont repartis, dans la crèche où ils ne marchent pas bien encore, on voit déjà les violents, les tendres, les méchants, les paumés, les victimes. Terminé. En 20 minutes d'observation, vous avez toute l'humanité. Celui qui n'a rien demandé à l'autre et celui qui arrive derrière qui lui cogne un coup de truc. Mais celui qui pleure et on a beau lui filer 14 doudous, il continue à pleurer. Celui qui va monter d'un mat à mort, mais moi je ferai ma vie de chercheur, c'est de 0 à 5 ans, parce que toute l'humanité est là. Vous voyez, et c'est de la communication, et j'admire ces instituts, enfin, je ne sais pas comment elles s'appellent, parce qu'il leur faut une intelligence pour regarder les gosses, mais les truands, les méchants, les gentils, les pauvres, tout est là. Et les mecs qui tapent sur les petites filles déjà, et les petites filles qui arrachent les cheveux des mecs. Mais parce que alors je me marre parce que je me dis, oh, chaque parent est parti culpabilisé, aller bosser parce qu'il faut voir ce que c'est l'arrivée des crèches le matin de 8h30 à 9h moins le quart. Hein. Tout le monde arrive comme ça. Et ils pensent à leur chouchou adoré, et le chouchou adoré, il se tape sur la... Bon, je sais pas pourquoi je pense toujours à ça. Si, non, mais c'est un vrai sujet. On aurait pu débattre là-dessus sur les dispositions, on va dire, chez l'homme. Mais peut-être je vais m'arrêter ici pour laisser la place au public s'il y a des questions. Donc j'ai une question sur la radio et la télévision publique dont vous avez parlé, qui étaient des médias populaires à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui vous considérez toujours que ce sont des médias populaires? Parce que, moi, mon sentiment, c'est que ce sont devenus des médias relativement élitistes. Si on pense à la matinale de France Inter, par exemple. Si vous voulez, si on pense à quoi? À la matinale de France Inter. Je ne sais pas si vous le visiez directement, mais je l'ai un peu senti en filigrane. À côté de ceux-là, ils sont quand même... Hein, ils n'ont pas un melon, mais ils ont 25 melons. Hein. À la maison de la radio, pour ceux qui vont à Paris, il y a eu un calicot qui devait faire 25 mètres de long, qui a dû rester pendant 6 mois, où il y avait le gars joué du matin avec la nana, enfin... Même un grand comédien de cinéma, bon bref. Alors, il y a des erreurs, il y a des stratégies, Le masochisme humain est invraisemblable. On a considéré que la question de la radio et de la télévision, c'est une grande question politique. On a confondu politique et service public. Mais quand même, ça a été qu'un quart.
La multiplication des techniques de communication à partir des années 80, on a dit le service public c'est pourri, c'est politique, on va faire la liberté des ondes. Et on a fait la liberté de la radio et de la télévision. Résultat des courses, 30 ans à 40 ans après, c'est pas terrible. Mais entre-temps, le service public s'est plus ou moins effondré. Et l'Europe, qui avait un patrimoine de service public évident, puisque la plupart des médias, a progressivement abandonné sa politique forte de service public au profit d'un déséquilibre qui est maintenant en faveur des privés. Et de toute façon, dans le monde, vous n'avez plus que 5 grands services publics. Vous avez les Britanniques, les Allemands, les Français, et pour l'Europe, c'est tout. Les Belges, mais c'est compliqué. Après, vous avez les Japonais et les Canadiens. Tout le reste, c'est du privé. Donc, une bataille perdue, c'est celle-là. C'est comme si un jour, on avait dit l'école publique, ça vaut rien, il mieux vaut l'école privée. L'éducation a tenu, il y a des écoles privées. Moi, je suis pour les médias privés, je suis pour la concurrence, mais pas dans cette dévalorisation qui consiste à croire que les médias publics sont nuls et que les médias privés... Les années 85-90, pour les plus âgés ici, on n'a entendu que des bêtises. Ah, heureusement que les médias privés arrivent, parce que vous allez voir, c'est la liberté, la créativité. Mais non. Une radio, une télévision privée, elle veut du fric. Donc elle fait de la pub, elle ramasse de l'argent. Le service public, c'est le seul qui peut faire des émissions. Vous n'avez qu'à regarder. Quand les gens me disent c'est la même chose, je dis vous foutez de moi. Prenez la grille de TF1, prenez la grille de France Télévisions. Il n'y a pas de comparaison. Il y a plus de choses, il y a plus de diversité, il y a plus de richesse, il y a plus d'innovation sur la grille du service public. C'est une évidence. Donc, par conséquent, il y a eu un affaissement intellectuel et politique. Et comme tout le monde, comme les élites, la responsabilité des élites, je suis critique pas pour rien quand même. C'est que ces élites, au lieu de défendre le service public comme étant une condition de la démocratie, elles ont été les premières à dire que la radio et la télévision, c'était de la manipulation du peuple. Pas eux, naturellement, mais les autres. Et là, quand les télévisions médias privés sont arrivés, elles ont dit c'est formidable. On en est là dans... La tragédie, si je remonte à un niveau au-dessus du raisonnement, et qui explique ma colère depuis... Moi, j'adore la communication parce que c'est la communication et donc la négociation qui m'intéresse. Mais ces questions de communication, et là j'ai une collègue universitaire comme moi, n'ont jamais eu la légitimité dans aucun pays. Quand vous dites je m'occupe d'information et de communication, on vous prend pour un demi-truc-muche. Vous faites de la chimie, c'est bien. Vous faites de la mathématiques, c'est bien. Mais de la communication? Alors si vous dites que vous faites de l'information, ça fait mieux. Mais si vous dites que vous faites de la communication, mais la question de la communication, pour moi, c'est la question la plus compliquée du monde. C'est pourquoi on ne se tue pas. À quelles conditions on ne va pas se tuer? Et c'est que de la communication politique. Et pour moi, la communication, c'est de la politique. Si je suis d'accord avec rien, mais je ne te tue pas. Je vais m'engueuler avec toi, parce que je retrouve un terrain... Sur l'Afrique, par exemple, ce truc qu'on déteste chez les Africains, comme on dit dans le bon racisme ordinaire, ah, mais ils n'arrêtent pas de parler, ça parle, ils foutent rien, ils parlent, la palabre. Mais c'est quoi la palabre? C'est un système extrêmement sophistiqué de résolution des conflits. Ils s'engueulent pour ne pas se battre. Et quand vous allez à l'Assemblée générale de l'ONU, qui est quand même un moment magnifique d'optimisme, en septembre, et même à l'ONU en permanence, ça n'arrête pas de s'engueuler. Mais au moins, on ne se tue pas. Bruxelles, il y a 2 villes au monde où on n'arrête pas de négocier 24-24. C'est Bruxelles pour l'Europe et New York pour les Nations Unies. Et bien, mieux vaut s'engueuler que de se tuer. Et dès qu'on se parle, progressivement, on se frotte. Oui. Et donc, justement, dans cette matinale, c'était hier matin, il parlait d'un site où on peut créer ces fameuses fake news. Et il y a un type qui n'est pas journaliste en l'occurrence et qui a créé une fake news en annonçant la mort d'un rappeur célèbre qui n'était pas du tout vrai, enfin, c'était une fausse information, mais qui a été relayée d'une manière incroyable sur les réseaux sociaux et voilà, qui a créé une espèce de panique un peu, surtout chez les jeunes, puisqu'il s'agissait d'un rappeur en l'occurrence. Et moi, en fait, j'ai 3 enfants et moi, je suis hyper stressé, on va dire. Allez, je suis stressé, on va dire, par le fait qu'ils n'arrivent pas à développer leur esprit critique. Et justement, à essayer de se dire, mais vérifie l'information, parce qu'aujourd'hui, effectivement, ils sont exclusivement sur les réseaux sociaux. Enfin, qu'est-ce que vous recommanderiez à des enfants pour justement ne pas tomber dans le piège de la fake news et Alors, réalité, comme tous les parents, j'ai perdu la bataille. C'est les jeux vidéo, la télé, Internet. Et la seule chose à faire, c'est gueuler. C'est-à-dire dire, ne jamais lâcher. Dire, j'en ai marre, je prends ta bécane, tu n'auras pas au scrutin. Autrement dit, qu'ils entendent en permanence à la maison
qu'ils savent qu'ils transgressent quand même. Et ça, c'est fondamental, le rappel à la règle. Or, actuellement, dans une société où un gosse, pour niquer ses parents, il leur dit que c'est un vieux con. Les parents. Tu ne sais même pas ce que c'est. Et les pauvres parents disent, ah bon, mais donc du coup, les pauvres parents, au lieu de maintenir leur position, qui est quand même de dire qu'il y a une différence de génération, et que ce n'est pas parce qu'on passe 15 heures par jour sur les bécanes que c'est mieux, ils sont atteints de ce degré, de cette maladie du jeunisme, et de ne pas décrocher, parce que chez nous, plus personne n'a plus de 50 ans dans nos sociétés. Hein. Tout le monde est jeune, éternellement jeune. Donc du coup, les parents le dire aux gamins, arrête, tu m'emmerdes, je te le prends, je te le casse, se mettent eux-mêmes sur la bécane, et à ce moment-là, le gosse dit c'est gagné. Parce que le gosse fait l'apprentissage pour les parents, why not, pourquoi pas. Mais après, il faut une sacrée personnalité pour dire, écoute, tu m'expliques comment ça marche, ton truc, là, mais moi, je m'en fous. Je t'interdis, je veux que tu lises. Et donc, si la guerre est perdue, il faut quand même la mener. Parce qu'on s'aime. On s'aime. C'est comme quand le gosse, il revient et qu'il fume des joints. Parce qu'il y a ça aussi. Et qu'on lui dit, non, pas de joints. Alors il dit, je t'emmerde, mais il faut gueuler. Et tant que ça s'engueule dans une famille, c'est bon. Il faut le rappel à l'ordre, le rappel au règlement. Et après, je suis d'accord que c'est pas facile, il faut qu'ils lisent quand même un journal. Ou alors, si les relations familiales sont pas trop mauvaises, parce que des fois c'est tellement tendu que chacun dans son coin, dans une pièce, ben, profiter d'un JT ou de n'importe quelle émission, document. Et puis il faut dire, ben, de toute façon, là tu rien, mais demain tu liras, demain tu seras intéressé par des documentaires. Semer. Je crois que c'est la seule solution. Et c'est pour ça que j'admire l'école, c'est parce que les gosses arrivent à l'école, ils en savent plus que les profs à cause de tout ça, et les profs ne sont plus admirés comme ils étaient admirés autrefois. Et la tragédie, c'est que au nom d'une pseudo-conception démocratique, voire démagogique de l'éducation, les pauvres profs n'arrivent même plus à se faire respecter, et quand ils y arrivent, il y a les parents qui arrivent, et qui disent « Oh, vous avez fait mal à mon petit chouchou », etc. Donc ces pauvres profs n'arrivent même plus à avoir l'autorité, et quand ils ont un petit peu d'autorité, il y a les parents qui débarquent en délégation, au nom du bien-être du chouchou, qui en fait... voilà. Et du coup, l'éducation ne représente même plus l'altérité. Donc l'école ne représente plus l'altérité. Je suis mon raisonnement, je ne suis pas... Et ben, la famille ne peut pas l'avoir non plus. Et c'est pour ça que ça va ensemble de restaurer l'autorité, restaurer le symbole de l'école, et restaurer le fait que des parents, ils ont raison de s'engueuler. Mais on est dans un modèle de l'éducation où il ne faut pas frustrer un gosse. Mais écoutez, je déteste dans les trains et les avions les familles qui se baladent avec les gosses qui emmerdent tout le monde, et le père et la mère qui mollement disent « Arrête Julien, il y a du monde. Arrête de faire du bruit, Caroline. T'es pas seule. » Mais il faut lui foutre une tarte. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Et il court dans arrête, l'hôtesse, elle va pas être contente. Mais putain, mais si tu tiens pas ton gosse à 3 ans, qu'est-ce que tu vas faire quand il en aura 15? On les tient pas à 15. Mais au moins, il faut qu'il y ait un minimum d'autorité. Et comme là, il faut surtout pas, comment on appelle ça, faire du mal à notre petit chouchou. Ben, c'est l'enfant roi. Et l'enfant roi, il dit, il perd tout repère. Parce que n'importe quel psy de bon sens dit, écoutez, il a besoin de cadrage, d'interdiction, etc., etc. Même si... Donc, tant pis, continuez à gueuler. Prenez, si vous avez encore la force physique et mentale, de temps en temps les bécanes. Choisissez un ou deux programmes de télé, vous dites, allez, on regarde tout ça. Et s'ils font... Déculpabiliser, merci beaucoup. Pardon? Vous me déculpabilisez. Mais oui. Mais vous savez, on fait ce qu'on peut. Aussi, hein. Mais on fait ce qu'on peut. Mais si ça ne marche pas, dans 10 ans, ça marchera. Voilà. Et puis, si on crève, si on meurt entre-temps, tant pis, y repensons dans 30 ans. Mais ne pas lâcher. Oui, on peut être copain avec les enfants, bien sûr, qu'il n'y a rien de plus beau que des bonnes relations parents-enfants. Mais chacun a sa place. Et puis, si on n'a pas envie de se servir d'Internet, moi, j'ai un test. Quand je vois les gens qui vont à toute vitesse avec les 2 doigts, un coup sur 2, quand je suis de bonne humeur, je dis, je vous plains. Parce que quand même, les gens sont vachement contents d'être à toute vitesse avec les 2 doigts. Je dis, putain, vous en avez perdu des heures, des centaines de milliers d'heures à apprendre à taper si vite. En général, ils n'aiment pas. Et on les voit, ceux qui sont... Et moi, j'ai de la sympathie, je leur dis, courage, n'accélérez pas, c'est pas la peine. Enfin, je cherche des mots pour faire de l'humour. Et moi, j'ai jamais réussi à faire les 2 à la fois. Je suis mal coordonné là-haut. De toute façon, je le sais. Donc, oui, gueulez, embrassez-les et engueulez-les. On peut faire les 2 quand même. Très bien. Encore une question peut-être? Je vais peut-être être trop long, mais c'est les modèles culturels qui ne vont pas. Mais les adultes sont paumés, hein, ils n'ont pas beaucoup de références pour s'en sortir. Hein. Le couple éclate, la famille éclate, il n'y a plus de grands-parents. Il faut voir les causes aussi. Il y avait les grands-parents. C'était pas bien les grands-parents, mais c'était quand même des amortisseurs sociaux.
il y avait les oncles, il y avait les tantes, il y avait la vieille fille, il y avait le curaillon, enfin, il y avait plein de trucs. Il y avait les repas de famille, il n'y a plus rien. C'est papa, maman et les 2 gosses, mais ça explose. Tout ça dans 80 mètres carrés. Alors peut-être que ça fait 120 mètres carrés à Luxembourg. Parce que, bon, c'est plus pauvre, mais c'est pareil. Papa, maman face aux gosses, ça ne peut pas tenir. La femme veut s'émanciper à la raison, et au bout d'un moment, bon. Et le mec, il ne tient plus rien, parce qu'il n'est même plus pater familias. La bonne femme lui dit ta gueule, le mec, il est paumé. Il n'a plus que la sexualité pour se rattraper, et chacun sait que c'est pas par là qu'on se rattrape. Parce que comme je dis toujours aux femmes, vous pouvez tout dissimuler, nous, on ne peut rien dissimuler en matière de performance. Je ne sais pas la peine que je fasse des dessins. Ben oui, c'est quand même ça, l'inégalité profonde. C'est qu'une femme, elle peut toujours simuler tout. Un mec, il ne peut rien simuler. Et donc, du coup, dans le déséquilibre, l'émancipation des femmes, l'éclatement de la famille, il n'y a même plus les oncles, les tantes. Et les grands-parents, très souvent, ils disent, écoutez, je me suis emmerdé pendant 30 ans, maintenant j'ai 60 ans, 65 ans, j'ai envie de voyager. Et c'est vrai que les grands-parents, ils veulent bien 2 fois par semaine, 2 fois par mois, mais pas plus. Parce qu'ils vont faire une randonnée dans le fjord de Norvège. Après ça, ils ont un truc prévu à Tombouctou. Enfin, vous connaissez par cœur l'histoire. Et le pauvre père et la pauvre mère, quand on 2 ou 3, qui disent, tu peux pas nous aider, mais écoute, hein, comment j'ai fait moi dans mon temps? Et clac, et ça recommence. C'est vrai, les temps ont changé. Hein. Oui, vous avez dit que c'était très important. Ce qui vous intéressait, c'est le triptyque communication, communication à communication, et qu'on passe notre temps, des fois on est amené à cohabiter avec des personnes avec qui on a des problèmes, mais on doit passer notre temps à essayer de bien communiquer. Ça devient presque quelque chose, une stratégie politique, trouver les bons mots. C'est de la négo, c'est de la stratégie. Mais communiquer, c'est de la stratégie. Oui, mais finalement, on y passe des fois énormément de temps. C'est juste pour on y passe énormément de temps juste pour essayer de convaincre l'autre. C'est vraiment un jeu de, pas de domination, mais effectivement de manipulation. Non, de neutralisation. Oui, bon, on a quand même envie de gagner à la fin. Oui. Si le mec ou la nana vous emmerde et qu'il n'a aucun rapport de pouvoir sur vous, en général, vous vous barrez. Oui. Si vous êtes utilisateur de l'ego, c'est qu'il y a un rapport de force. Alors, affectif, le rapport de force, c'est le plus important, parce qu'on aime tous plus ou moins 1 ou 2, 3 personnes, enfin, on n'a pas envie que ça se casse trop la gueule. Donc c'est là où on passe son temps à négocier. Mais pour les plus âgés ici, les concessions que nous faisons tous les parents pour les gosses quand ils ont quitté la maison, pour qu'il faille bien venir manger 1 fois par mois, les salauds, ou voir nos amis, allez, tu peux amener ton linge, on va laver la machine, parce qu'on se dit au moins on va le voir pendant 1 demi-heure. Et le nombre de concessions qu'on a fait en disant qu'on ne les fera jamais, ces concessions. Et moi, 1000 fois, je me suis dit, putain, je l'ai fait. Et on l'a fait tous, parce qu'on préfère garder le lien. Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi une histoire de filtre? C'est-à-dire que les gens mettent rapidement des filtres sur les personnes, et après, c'est très difficile de s'en départir. On a beau essayer d'utiliser toute stratégie de communication pour revenir et leur faire revenir. Il y a ce fameux adage qui dit on n'a jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression. Et des fois, quand le courant ne passe pas... Ça, c'est pas vrai. Non, il peut y avoir une deuxième chance. Oui, mais des fois, il faut travailler très longtemps. Oui. Voilà. Et c'est beaucoup de temps perdu dans la communication, essayer de rapprocher les gens. Et peut-être qu'il vaudrait mieux que plutôt les gens aient des filtres un peu plus ouverts. Hein. Comme ça, on perdrait un peu moins de temps dans tout ce qui est communication. Parce que la communication, c'est bien, mais on peut y perdre aussi énormément de temps. Et bon, mais de toute façon, même si vous laissez les filtres ouverts pour qu'il y ait moins de temps perdu dans la communication, pas de problème. Il y a plein de gens qui communiquent jamais. Il y a des gens qui sont très bien tout seuls. Célibataires, non, je ne dis pas ça méchamment, ou à 2 dans une famille complètement refermée. En fait, c'est le désir personnel qu'on a plus ou moins de s'élargir ce vers d'autres. Mais je parle dans tout système organisation, hein, système politique, entreprise. Alors, il faut à ce moment-là faire un hommage à la politique. C'est la politique qui nous fait tenir ensemble. Sinon, on se tuerait tous. Et moi, je suis miraculeux. Chaque jour, je me dis, putain, pourquoi on se casse pas la gueule au feu rouge en attendant pendant des heures? Puis ce sale con qui nous casse les pieds ou cette garce, etc. Le lien social, culturel qui fait qu'on appartient à une société, qu'on l'accepte, au sommet de ça, ce sont les politiques qui le gèrent. Je ne dis pas qu'ils le gèrent bien, mais et dans une entreprise, c'est pareil. C'est quoi un bon entrepreneur? C'est un gars qui est capable, quelle que soit la nature de l'activité de l'entreprise, de faire tenir ensemble des centaines de personnes ou des 50 personnes. Et on voit une entreprise où ça marche. Une TPE comme une grosse boîte. Mais comme disait, j'entendais la fille, j'oublie comment elle s'appelle, la Belge, qui fait le truc à 8h moins 5 sur Inter. Et elle racontait un truc, parce que c'est drôle, avant-hier, avant qu'il se fasse vider le gars de France Inter, de Radio France, elle disait en rigolant, de toute façon, on n'a rien contre Mathieu Gallet, parce qu'on ne le voit pas le matin, on ne le croit jamais dans un ascenseur, il ne nous dit jamais dit bonjour, on ne le voit pas le soir. Enfin, elle dit qu'il d'un seul coup un patron absent. Or, un patron, c'est qu'il doit évidemment avoir quelqu'un qui doit perdre du temps dans les escaliers à voir les gens. Et c'est vrai que moi, je connais Mathieu Gallet, c'est une véritable chaleur ambulante, glaciale. Glaciale.
Alors si vous, quand vous dirigez une boîte comme ça tourne 24/24 quand même. C'est beau, cette maison de la radio. Putain, il y a plein de... On y vient, on y passe, on dit tiens, je passe 3 heures, je reste jusqu'à 2 heures du matin. Le pouvoir, c'est de la communication humaine. Le pouvoir, c'est de la communication humaine. C'est fondamentalement ça. Et si on n'est pas capable... Mais un bon ingénieur, s'il n'est pas capable d'avoir, ou un bon polytechnicien, s'il n'est pas capable d'avoir des rapports humains, bah, tant qu'il construit des ponts, ça va. Mais s'il se met à faire de la politique après ça... Et même construire des ponts, on ne peut pas construire des ponts comme autrefois, comme vous dites, ça a changé. Et le temps perdu dans la communication, c'est le temps de notre vie, c'est la vie. Voilà. Parce que quand on réussit une opération de communication ou de com, on est quand même content. C'est comme quand, là-dessus, le pape a 1000 fois raison, quand il dit quand vous donnez, et même quand on donne à un gars qui nous fait la manche, on est content d'avoir donné. La moitié du temps, on se dit, putain, on se fait avoir. Mais on se fait avoir de quoi? De 50 centimes. Et on est quand même content de donner, parce qu'on a fait. Et c'est vrai que l'homme est à la fois profondément égoïste et il n'est heureux que quand il donne. Le concept de la charité, c'est un concept universel, athée ou pas. Donner, c'est quand même reconnaître l'autre. Et d'ailleurs, il y a une justice immanente. Hein. Les riches ne sont jamais heureux. Ils mangent très bien, parce que c'est vrai que ça mange bien les riches. C'est tout luxueux, leurs appartements et tout ça. Mais ils ne sont jamais heureux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont toujours peur de se faire avoir. Un riche, il a peur de se faire baiser. Donc il se méfie de tout. Vous avez arrêté le son, là. Il a peur de se faire avoir. Et c'est une justice immanente. Un pauvre, il n'a pas peur de se faire avoir parce qu'il n'a rien. Et plus vous êtes riche, plus vous êtes égoïste. Et les riches, ils ne donnent jamais. D'ailleurs, ce qu'on dit tout le monde, les pauvres sont les plus généreux. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, il fait toujours un cadeau. Un riche fait un cadeau à 23 centimes. Et s'il peut rien, Et dans la rue, c'est pareil. Et donc, qu'est-ce que dit? Donner, c'est ce qui donne sens à la vie. Et c'est vrai. Qu'on soit athée, croyant... Parce qu'il y a toujours le regard de l'autre qu'on croise. Et les mendiants professionnels savent très bien, ils vous suivent dans le regard pendant les 4-5 mètres où vous les croisez. Puis putain, il faut avoir le corps bien accroché pour pas finalement donner 50 centimes. Et quand on ne les donne pas, on n'est pas forcément content. On dit, ce salaud, ah, il ne m'a pas baisé celui-là, je n'ai pas donné. Mais si on fait 25 mètres de plus, on dit, ici, il est tout authentique. Et on reste dans cette incertitude. C'est pour ça que moi, je préfère donner. Peut-être que je m'achète une bonne conscience, mais bon, qu'est-ce que ça nous coûte? Enfin, je sais pas, à Luxembourg, je ne sais pas s'il y a beaucoup mais à Paris, la ville est envahie quoi, de trucs. La France coupée en deux, ça existe. Et par exemple, le pape, je reviens à ça parce que c'est un politique révolutionnaire. Quand il dit les riches, vous devez donner, parce que il dit une chose très simple. Chaque être humain a droit à 3 T. Un travail, un toit, une terre.